je vais essayer néanmoins de traiter le sujet que tu me donnes. Pour ça, je voudrais quand même qu'on reparte d'un peu plus loin sur ce qui se passe au niveau européen aujourd'hui. Bon, vous le savez tous, aujourd'hui, de nouvelles formes d'extrême droite, de national-populisme, de nationalisme, on a du mal d'ailleurs à le définir, à mettre un terme, sont en train non seulement d'émerger dans l'ensemble des pays, mais ont pris le pouvoir dans un certain nombre de pays. C'est le cas pour la Pologne, c'est le cas pour la Hongrie, par exemple. Font une pression qui est une pression extrêmement forte sur des gouvernements qui ne sont pas normalement de cette mouvance-là, comme par exemple en Slovaquie. Mais j'allais dire, font pression maintenant partout et sur tous les gouvernements, et on a vu notamment que le Brexit et le vote sur le référendum britannique s'explique pour beaucoup, en tout cas dans les mots des gens qui ont voté non, par le fait que les migrations européennes au sein du Royaume-Uni étaient devenues pour eux insupportables. Travailleurs polonais qui nous concurrencent, etc., etc., etc. Il nous faut donc d'abord comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que si on ne comprend pas ça, on peut faire on peut prendre toutes les actions qu'on veut, et d'ailleurs on les prend. Depuis 30 ans, ça ne fonctionne pas, au contraire. On recule, on recule, on recule. Donc qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de réponse à tout, évidemment, loin de là, pas de réponse du tout, j'ai un avis. Cet avis, c'est que nous sommes rentrés aujourd'hui dans une nouvelle phase de l'histoire du monde, qui n'est plus l'histoire des 30 dernières années. C'est-à-dire que la mondialisation libérale, telle qu'elle a été édifiée, est en train de s'arrêter ou de changer de nature. Et que si on ne comprend pas ça, alors on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Le meilleur exemple, j'ai un spécialiste du Royaume-Uni à côté de moi, c'est le discours de Theresa May, la nouvelle première ministre conservatrice, héritière normalement de Margaret Thatcher, aux Britanniques, après notamment son installation au pouvoir, sur le retour de l'État, qui doit protéger les petits, les perdants, les périphéries, face au centre-ville où il y a les bobos libertaires. En gros, ce discours-là, aujourd'hui, il est présent absolument partout. Et vous avez donc de nouvelles formes conservatrices qui allient deux choses. Elles allient une politique sociale extrêmement forte, et elles allient une certaine forme d'identitarisme, je dirais encore plus que de nationalisme, virulent. Par exemple, en Pologne, vous savez qu'il y a eu des grandes manifestations contre l'interdiction complète de l'avortement que le gouvernement proposait, mais on peut dire d'une certaine manière qu'ils ont reculé, c'est vrai. C'est vrai, à la mesure polonaise. Mais quand vous regardez les intentions de vote pour le parti au pouvoir qui s'appelle le PIS, ils sont à 46%. Ils n'ont pas baissé d'un pouce. Et quand on demande aux gens pourquoi, ils peuvent vous dire dans le même temps, ils allaient trop loin sur l'avortement, mais les salaires ont été augmentés, notamment les salaires minimums, ils ont augmenté les petites retraites. Et ils font contraste avec qui, ce nouveau gouvernement polonais? Avec les précédents. Les précédents, c'était un centre-droit ultralibéral qui a continué à casser tout ce qui était forme d'État-providence en Pologne. Et ils font contraste avec qui aussi? Par exemple, en Lituanie, il y a eu les élections dimanche. Les sociodémocrates au pouvoir qui pensaient qu'ils allaient garder le pouvoir, parce que les sondages étaient bons, se retrouvent à 12 députés. Et il y a un parti qui n'existait pas, qui fait 40% des voix, qui est une alliance des Verts et des paysans. Ça existe là-bas. D'accord? Et ils font 40% des voix. Sur quel thème? Sur quel thème? Non à la loi sur le marché du travail qui vient d'être passée par les sociodémocrates et qui flexibilise à mort le marché du travail en Lituanie, qui est déjà ultra flexibilisé, avec 30% de la population quasiment qui s'est barrée de Lituanie. Et ces gens qui ne se revendiquent pas de la gauche gagnent les élections contre la gauche, et notamment sur la question sociale. Mais ils amènent d'autres choses avec eux. L'identité lituanienne, lituanienne, etc., etc. Et ils amènent tout cela. Orban dit « Je suis contre les régimes de démocratie libérale, moi je suis illibéral ». Et quand il dit illibéral, c'est qu'il est contre, en effet, la liberté de la presse, il est contre les libertés publiques, contre les droits des femmes, contre les droits des étrangers, mais il dit aussi « Je suis contre un capitalisme ultralibéral, je suis pour de la régulation, je suis pour, etc. etc. » Et c'est ces deux éléments ensemble qui, aujourd'hui, font que les classes populaires s'y retrouvent très largement, et notamment ce que disait Guillaume Duval tout à l'heure est parfaitement juste,
Surtout quand, en plus, ils ont l'impression que finalement, la gauche, le mouvement ouvrier, a été exclusivement dirigé par rapport aux intérêts des classes moyennes supérieures, des grands centres urbains. Et donc les gens se disent, bon, on n'a plus rien à voir avec ça. Et quand vous allez aujourd'hui, et je parle à quelqu'un comme Elsa, qui connaît parfaitement le problème, quand vous allez voir des gens aujourd'hui, notamment dans les milieux ouvriers et populaires, je veux dire, spontanément, ils pensent qu'ils n'ont rien à voir à faire avec nous. Que nous ne défendons pas leurs intérêts. Alors comment on peut s'y retrouver là-dedans? C'est ça qui est un petit peu compliqué avec cette nouvelle phase. Eh bien, au niveau européen, la social-démocratie à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire les socialistes européens, en gros, est en pleine crise. C'est en pleine crise, pourquoi? Parce que nous avons dit pendant longtemps, l'Europe sociale demain. C'est-à-dire, on va faire l'Europe du marché, mais vous inquiétez pas, on aura l'Europe sociale. On va faire l'euro, mais vous inquiétez pas, derrière, il y aura l'Europe politique. On va faire l'Europe des citoyens de la liberté de circulation, mais vous inquiétez pas, derrière, il y aura l'Europe démocratique et l'Europe des libertés. Et en fait, qu'est-ce que nous disaient les gens? Ça n'est jamais arrivé. Le débat le plus difficile que j'ai fait dans ma vie, c'est contre un gars du Front National. Il est arrivé, il a pris tous les tracts du Parti Socialiste depuis 1979 sur l'Europe. Et demain l'Europe sociale, vive l'Europe sociale, très vite l'Europe sociale. Bon, j'ai été très mauvais, autant vous dire que j'ai honte de ma prestation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Et donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, elle est très simple. Elle est très simple. C'est comment nous prenons très au sérieux ce néo-populisme qui monte, qui n'est pas simplement des gens méchants, mais qui est une réponse politique à une nouvelle phase de la mondialisation au travers de laquelle la gauche est complètement à côté de la plaque. C'est ce qu'on disait avec Guillaume Duval tout à l'heure. Nous, on devient blairiste au moment où tout le monde en sort. Super. Bien. Alors, quelle réponse? Parce qu'une fois qu'on a tapé sur tout le monde, il faut essayer de dire des choses. Moi, je crois qu'il y a deux très mauvaises voies pour la gauche. La première mauvaise voie, c'est... on a des gros méchants qui sont en train de gagner partout, et il faut dénoncer les gros méchants qui gagnent partout, point. Ça ne marche pas, on le sait maintenant. Vous pouvez dénoncer le temps que vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut toujours le faire, évidemment. C'est très important, il ne faut rien lâcher sur les valeurs. Mais dire que ça va suffire à gagner, ça n'est pas vrai. Dire simplement que le combat de dire, en gros, ce qui est porté par Ménard, c'est dégueulasse, etc., ça peut freiner des gens. Mais dire qu'on va reconquérir aujourd'hui les populations entières par cela, ça n'est pas vrai. Donc si la gauche ne bouge pas de logiciel par rapport à ce qu'elle a été dans les années 80-90 sur ces questions-là, on perdra, voire on disparaîtra. Et quand je dis la gauche, on va dire les progressistes de manière plus globale. Ça englobe des gens, y compris qui peuvent être économiquement libéraux, mais sur ces questions-là, voilà. Voilà, je suis mal. Sur les questions... mais il y a une deuxième voie qui est à mon avis pire encore. C'est un dégradé très 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 lointain des positions du Front National. Je m'explique. Quand dans la gauche française, les mêmes d'ailleurs qui m'expliquaient que, je veux dire, si on n'était pas pour le libre-échange intégral au niveau économique, on était un fasciste il y a quelques années, expliquent maintenant que, ouais, l'Europe, quand même, ça a plutôt échoué, que les États-nations, c'est indépassable, qu'il faut réguler les mouvements de population de manière extrêmement ferme, etc., etc. Et j'entends des gens de gauche dire, très tranquillement, qu'il ne faut plus de travailleurs détachés qui viennent des autres pays européens en France, qu'au lieu de se battre pour améliorer les conditions aujourd'hui d'existence de ces gens, et donc des travailleurs français, ouais, il faut virer toute règle là-dessus, donc quoi faire? Les arrêter à la frontière? D'accord? Il y en a même qui disent d'ailleurs qu'ils volent le pain des Français. J'ai entendu la formule, de la part de gens de gauche quand même. Donc travailleurs étrangers qui volent le pain des Français. On l'a entendu? Oui, mais Elsa, dans notre propre parti, il y a ça, qui est en train de monter partout. Et cette voie-là, je vous le dis, bon, je la trouve pour le coup éthiquement très, très, comment dire, contestable, mais en plus de ça, elle est totalement inefficace. Parce que quand vous commencez, d'une manière ou d'une autre, à donner raison aux thèses de votre adversaire, c'est comme en économie, quand on a commencé à donner raison aux thèses libérales, à la fin, c'est les libéraux qui gagnent. Là, c'est exactement la même chose. Si nous commençons à dire, ah bah oui, en fait, ils ont quand même un peu raison,
bah, à la fin, vous pouvez être sûr que les Français préféreront l'original à la copie. Vous connaissez cette célèbre formule. Et donc, nous validons chaque jour, aujourd'hui, les thèses du Front National. Alors, le problème, c'est, et si elles étaient vraies alors ? Parce que c'est ça qu'il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui dans le mouvement progressiste. Ils disent, il y a une part de vérité là-dedans. Et ben moi, je dis qu'elles sont fausses, les thèses du Front National, mais même pas sur les propositions qu'ils donnent. C'est-à-dire dans l'analyse de la société même qu'ils font. Et c'est là où nous avons quelque chose, à mon avis, à construire. Et c'est là où je vais être très nul, parce que c'est le début. Parce que c'est le début. Moi, je crois, par exemple, sur la question nationale, je vais prendre cet exemple, ceux qui disent il n'y a plus de nation, on est dans un monde, c'est United Colors of Benetton, c'est super, etc., soit ils ne seront même pas écoutés. Même pas écoutés, c'est-à-dire c'est même pas la peine qu'ils essayent, ils ne seront pas écoutés. D'accord ? Ceux qui disent il n'y a que la nation, rien que la nation, comme avant, et on retourne aux 30 glorieuses, on met des barrières partout, et c'est tout, cela, je pense, nous amène à des catastrophes politiques et à la violence. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Ben, je pense qu'il faut revisiter les concepts. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la France ? Quelle définition nous voulons donner à la France ? Moi, je suis prof dans la vie civile. Quand j'ai des gamins qui viennent me voir, ou pas des gamins d'ailleurs, des anciens élèves, issus de l'immigration, comme on dit, et qui me disent « Mais moi, monsieur, je suis franco-sénégalais, j'ai fait des études, je peux être un pont avec le Sénégal extraordinaire, je suis français ». Et donc, du coup, je participe à une dynamique nationale en y portant mes atouts spécifiques, donc je suis intégralement français, tout en étant intégralement en lien avec mon pays d'origine. Et en plus, c'est génial parce que j'apporte à la nation France, ce projet France, entre guillemets, mes propres spécificités que personne d'autre peut apporter. C'est-à-dire que ce qui pourrait me séparer radicalement du français dit de souche devient au contraire un atout pour que je puisse dire que je suis intégralement français. Et intégralement français, ça ne veut pas dire justement gaulois. C'est intégralement français dans l'intégralité de ce que c'est que la France est un projet tourné vers l'avenir et non pas une revisitation du passé. Une communauté nationale. Une communauté nationale. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a d'immenses choses à faire. La francophonie, vous savez qu'on va avoir un nombre de locuteurs francophones qui va exploser dans l'avenir, notamment dû à la démographie africaine. Vous ne croyez pas que là, il y a un pari fantastique pour, allez, j'utilise ce néologisme absolument horrible, là, faire France ? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose aujourd'hui à identifier dans le combat contre le CETA, qui est contre le CETA au Canada ? Nos amis québécois. Vous ne croyez pas que là, il y a quelque chose, justement, qui culturellement veut dire, justement, qui est significatif sur la manière dont on voit, nous, autrement les rapports mondiaux, autrement la mondialisation ? Et donc, je pense que cela, aujourd'hui, est parfaitement, constructible par les progressistes. Nous avons à revisiter le concept de nation pour lui donner ce sens-là. Non pas d'être simplement un territoire fermé, c'est d'être un projet partagé, et un projet partagé qui dépasse nos frontières. Moi, je suis allé en Martinique, par exemple, cet été. Mais c'est un atout formidable d'avoir ces îles. C'est un atout formidable d'être à la fois américain, caribéen, européen et français. Et ils le sont français. Et donc, c'est quelque chose, mais c'est une chance. Et je crois là qu'il y a une espèce d'association d'identité plurielle qui finalement peut faire une identité commune sur ce qu'est la France. Et je termine sur la question européenne, c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, tous ceux qui disent les peuples européens sont en train de diverger ont raison. L'Europe, c'est pas que là elle est en panne, c'est qu'elle est en train de se défaire. Le mouvement de divergence européen est en cours. C'est une réalité. D'accord ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable ? Je ne le pense absolument pas. Comment se fait-il que dans tous les pays européens, on en a eu un exemple, dans tous les pays européens, les mêmes questions se posent ? Comment se fait-il que je trouve, moi, dans mon camp à moi, les socialistes européens, exactement les mêmes fractures dans les mêmes pays, avec les mêmes questions sur l'avenir de la gauche et ce qu'elle doit être ? Donc on voit bien que le fait que nous ayons des problèmes communs pourrait nous amener à donner des réponses communes et peu à peu à créer une identité commune. Nous pouvons le faire, mais encore faut-il le vouloir. Moi, avec quelques copains au Parlement européen qui sont issus des Verts, de la gauche radicale, des socialistes, on a monté un truc qui s'appelle le Progressive Caucus, c'est l'association des progressistes. En gros, c'est la première fois que ça existait. Il n'y a pas de zone où les gens de gauche, tout simplement, discutent.
Et donc on a fait ça. Mais ça marche super bien. Hein. Moi, je suis vraiment étonné. Il y a une demande aujourd'hui là-dessus, qui est extrêmement forte. Il y a de la société civile qui nous interpelle, des ONG, etc. Il y a des syndicats qui veulent nous voir. Maintenant, moi, je suis invité dans les trucs, non pas pour parler de mes dossiers européens qui, quand même, sont parfois, je trouve, importants, mais pour parler de ça. Mais c'est un peu la seule lumière, là, dans le truc. Donc, c'est pas que la nullité des dirigeants de gauche au niveau européen qui explique notre situation. Elle existe, mais ça n'est pas, c'est plutôt, je veux dire, une conséquence qu'une cause. La question que nous allons devoir nous poser aujourd'hui, si nous devons lutter contre cette nouvelle forme d'extrême droite qui peut gagner aujourd'hui, c'est portons une réponse qui ne soit ni dans l'imitation, ni dans l'angélisme, mais qui soit dans la création. Et moi, je pense qu'on a les forces disponibles aujourd'hui, au niveau européen et au niveau national pour le faire.